Il est 20h, c'est l'heure de votre journal. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est InfoSoir. Tout de suite, les titres de cette édition. De nouveaux éléments sur la cellule terroriste démantelée dernièrement à Hedswalem. Le directeur du Bureau central des investigations judiciaires a tenu une conférence de presse aujourd'hui à Salé. L'enquête révèle l'émergence d'un nouveau schéma de radicalisation. L'approche marocaine en matière de gestion migratoire au centre de cette table ronde organisée par l'Observatoire national de la migration. Pour aller plus loin dans le sujet, Laura Palatini, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Maroc, est l'invitée de ce journal. Coup d'envoi ce matin du FLAM, le festival du livre africain de Marrakech qui se poursuit jusqu'au 2 février, une troisième édition qui accueille plus de 40 auteurs de renom et de nombreuses manifestations littéraires et artistiques. C'est à découvrir dans le Journal des Arts, la chronique de Sami Hels. Que sait-on de la cellule terroriste démantelée dernièrement à Hedswalem? Le directeur du Bureau central des investigations judiciaires a tenu une conférence de presse aujourd'hui à Salé. Sharqawi Hboub, qui a exposé les détails de l'enquête, a révélé l'émergence d'un nouveau schéma de radicalisation, celui du recrutement familial. Les détails avec Jazel Hamal. C'était dimanche dernier lorsque le BCIJ a mené une opération inédite contre une cellule terroriste à Hedswalem. 4 individus, dont 3 frères, préparaient un plan terroriste imminent. Le BCIJ, en coordination avec la DGST, a ainsi dévoilé les détails de ce coup de filet cet après-midi, mettant en avant la haute vigilance et la veille continue des services de sécurité. Tous les membres de cette cellule terroriste sont âgés de 26 à 35 ans. Concernant le profil, ils partagent une caractéristique principale. Ils ont arrêté leur scolarité au primaire pour les 3 frères et le 4e a obtenu son baccalauréat. Quant à la situation sociale, 2 d'entre eux sont mariés avec enfants et ils exercent tous des métiers modestes, sauf un qui est chômeur. Les premières investigations ont révélé que cette cellule était affiliée à l'organisation terroriste Daesh. L'opération sécuritaire a conduit à la saisie d'un arsenal de matériel comprenant des substances chimiques utilisées dans la fabrication d'explosifs ainsi que plusieurs armes blanches. De même, il a été souligné que le recrutement familial constitue l'un des principaux modes d'endoctrinement, le frère aîné ayant joué un rôle clé en radicalisant sa famille. Les objectifs visés se trouvaient hors de la zone de Hedswalem. Nous avons remarqué dernièrement que plusieurs cellules terroristes s'installent loin du périmètre urbain, comme ce fut le cas pour l'opération Dimlil et Al Haouz. Ils pensent qu'en opérant depuis une zone rurale, ils pourraient échapper à la veille sécuritaire. Le démantèlement de la dite cellule ne s'est pas limité à la neutralisation de la menace, mais a également porté un coup sévère aux structures terroristes transfrontalières, notamment dans la région du Sahel. Cette opération d'envergure s'inscrit dans une stratégie sécuritaire globale fondée sur l'anticipation et la coopération en matière de renseignement, de quoi renforcer la position du Royaume en tant qu'acteur clé dans la lutte contre le terrorisme. Le directeur du Bureau central des investigations judiciaires qui a également dressé un bilan des arrestations liées au terrorisme et alerté sur la montée des menaces provenant de la région du Sahel. Depuis 2016, les services de sécurité ont interpellé 600 individus soupçonnés d'extrémisme. Le point avec Wissalel. Depuis 2016, le Bureau central d'investigation judiciaire a arrêté plus de 600 extrémistes alors qu'ils exploitaient les plateformes numériques pour organiser des opérations terroristes. Plus de 40 cellules terroristes ont également été démantelées en lien avec des organisations extrémistes actives dans la région du Sahel. Pour illustrer l'ampleur de ces défis, il convient de rappeler que de nombreux combattants marocains ayant rejoint les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, du groupe At-Tawhid wal-Jihad en Afrique de l'Ouest, du groupe Nusrat al-Islam wal-Muslimin et de Daesh cherchaient à étendre les activités de ces groupes au Maroc. Certains d'entre eux ont même accédé à des postes de commandement, tandis que d'autres ont été impliqués dans des attentats d'envergure. Les renseignements du BCIJ ont révélé l'intensification du recrutement des jeunes et des mineurs via l'espace numérique. En chiffres, plus de 380 enfants marocains sont détenus dans des zones de conflit, dont plus de 50 mineurs ayant accompagné leurs parents en Syrie entre 2013 et 2015. Certains d'entre eux ont reçu une formation au combat et représentent une menace potentielle. L'extrémisme cybernétique chez les adolescents de 14 à 17 ans représente également une préoccupation grandissante. Exploitant leur jeune âge, leur usage intensif des réseaux sociaux et leur attrait pour le risque et l'aventure, les groupes terroristes les enrôlent pour participer à des opérations terroristes.
Le BCIJ a révélé également qu'à partir de la fin de l'année 2022, le recrutement des extrémistes marocains vers les zones de conflit en Afrique s'est accéléré. Environ 130 extrémistes ont quitté le pays pour rejoindre des foyers de tension en Somalie et dans le Sahel. Et en parlant de sécurité et de lutte contre le terrorisme, un mot sur cette visite de travail ces 2 derniers jours en Espagne du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltef Hemmouchi, à la tête d'une importante délégation sécuritaire composée de directeurs et de responsables des services centraux du pôle DGSN-DGST, des réunions à Madrid de Abdeltef Hemmouchi avec ses homologues espagnols et allemands. À l'international, ce processus marqué par des scènes de chaos lors de la libération de captifs dans le territoire palestinien. 3 otages israéliens et 5 Thaïlandais ont été libérés ce jeudi à Gaza en échange de 110 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Cet échange est le 3e dans le cadre de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël conclu via les médiateurs internationaux et entré en vigueur le 19 janvier après plus de 15 mois de guerre dévastatrice à Gaza. Retardée de quelques heures, la libération des détenus palestiniens a été enclenchée après que le gouvernement israélien a annoncé avoir reçu la garantie que les prochaines libérations d'otages captifs de Gaza se feraient en toute sécurité. Les États-Unis en deuil, un crash est survenu hier soir à environ 21h heure locale lorsqu'un avion de ligne opéré par American Airlines transportant 60 passagers et 4 membres d'équipage est entré en collision en plein vol avec un hélicoptère de l'armée américaine transportant 3 militaires. Les précisions de Salim Abneb. L'opération de sauvetage s'est transformée en une opération de recherche. Selon le chef des pompiers de la capitale fédérale américaine, il n'y aurait aucun survivant. 300 secouristes sont mobilisés pour tenter de retrouver les corps des passagers de l'avion civil ayant percuté un hélicoptère militaire au-dessus du fleuve Potomac, non loin de l'aéroport Reagan National. L'eau dans laquelle nous opérons a environ 8 pieds de profondeur. Il y a du vent, il y a des morceaux de glace là-bas, donc c'est tout simplement dangereux et difficile d'y travailler. L'eau est sombre et c'est très difficile pour eux de plonger. La collision aurait pu être évitée selon le président américain Donald Trump. L'hélicoptère allait droit vers l'avion pendant un certain temps. La nuit était claire, les lumières sur l'avion brillaient. Pourquoi la tour de contrôle n'a pas dit à l'hélicoptère quoi faire au lieu de demander s'ils avaient vu l'avion ? Les secouristes ont retrouvé une trentaine de corps sans vie. 64 passagers se trouvaient à bord de l'appareil alors que 3 soldats étaient en mission à bord de leur hélicoptère militaire. Les efforts de recherche se poursuivent. Retour au Maroc avec cette rencontre entre le chef du gouvernement Aziz Arnouch et le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés. L'occasion pour les 2 parties de discuter du renforcement de la coopération bilatérale et d'exprimer des positions de soutien. Oussama El-Bkali. Menée par Chaya Mohsin Zindani, la délégation diplomatique yéménite a été accueillie par Aziz Arnouch. Le chef du gouvernement marocain a affirmé au ministre des Affaires étrangères le soutien du Maroc à l'unité, à la stabilité et à la souveraineté du Yémen et a exprimé la considération du royaume pour la position du Yémen en soutien à la marocanité du Sahara. Je réitère la position constante du Yémen aux côtés du royaume du Maroc et de son intégrité territoriale. Une position qui se maintiendra en toutes circonstances. La rencontre fut également l'occasion de discuter les moyens d'encourager les initiatives des opérateurs privés dans les 2 pays. Le Yémen est lié au Maroc par des liens solides et historiques, des liens dont nous nous félicitons. Notre rencontre avec le chef du gouvernement a abordé nos relations bilatérales et se sont concentrées sur le développement de nos relations économiques. Le renforcement de la coopération entre les 2 pays a également été abordé par Chaya Mohsin Zindani et Aziz Arnouch, ainsi que les développements de la situation au Yémen. C'est une nouvelle occasion de saluer l'approche marocaine en matière de gestion migratoire à l'occasion d'une table ronde organisée par l'Observatoire national de la migration. Plusieurs experts ont notamment pu étudier les moyens de renforcer la capacité des pays partenaires à adopter une approche de la gestion intégrée des frontières fondée sur le droit tout en restant efficace dans la lutte contre la traite des êtres humains. Tous les détails avec Yassine Laïsès.
Étudier les moyens de mettre en place une gestion humanisée des frontières, c'est l'objet de cette table ronde organisée à Rabat. Elle a permis de mettre l'accent sur la nécessité, dans un monde globalisé, de transformer le défi migratoire en levier de développement économique et humain. Nous pouvons le dire avec fierté, le Maroc est devenu un modèle dans la gestion de la migration, un modèle à développer de manière continue car la migration est en constante évolution. Cette table ronde connaît la participation d'un parterre d'experts et de responsables de plusieurs départements et organismes concernés par la question migratoire et la gestion des frontières, ainsi que des représentants d'organisations internationales et de missions diplomatiques. C'est un moment très important avec un spectre large d'acteurs, acteurs institutionnels, acteurs de la société civile, mais également international, et nous félicitons dans un contexte très tendu, un contexte un monde cabossé où nous voyons un accroissement du niveau des mobilités forcées. Cette conférence a été marquée par des panels thématiques portant notamment sur le modèle marocain de la gestion humanisée des frontières, la protection des victimes vulnérables de la traite des êtres humains et des migrants aux frontières. Et pour aller plus loin dans le sujet, on retrouve notre invité en direct de Rabat, Laura Palatini, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Maroc. Laura Palatini, bonsoir. Alors pour commencer, très concrètement, qu'est-ce qu'on entend d'abord par une gestion humanisée des frontières ? Bonsoir. Traditionnellement, la gestion des frontières est liée purement aux aspects sécuritaires d'un pays. Et dans le monde, on parle aussi de gestion humanitaire de frontières. Et ça arrive dans des contextes de crise, quand il y a un conflit, par exemple. Le Maroc, et plus précisément la direction de la migration et de la surveillance des frontières du ministère de l'Intérieur, que je félicite, a développé une approche innovante qui s'appelle gestion humanisée des frontières, et qui pose la personne au centre. Donc on a parlé de gestion des frontières traditionnelle, gestion humanitaire dans des contextes de crise, et on arrive ici au Maroc avec la gestion humanisée des frontières. Et cette approche va au-delà de la provision des services de protection en ajoutant tout un volet dédié à l'identification des compétences et à l'orientation, par exemple. Le ministère de l'Intérieur aujourd'hui a mentionné par exemple un mécanisme d'incubation de compétences, mais aussi un système de monitoring qui sera facilité par la société civile. Donc c'est vraiment un grand changement très important dans le domaine de la gestion des frontières. Alors, vous avez abordé ce volet de coopération, toujours concernant cette thématique. Comment se déploie au Maroc, justement, cette coopération entre les différentes interventions, votre organisation, les autorités ou encore la société civile ? Oui, donc quand on parle de gestion de la migration, c'est nécessaire de travailler un travail commun parmi différents acteurs. Et au Maroc, l'OIM travaille avec plusieurs partenaires institutionnels et aussi de la société civile. Par exemple, on a un partenariat courant avec le MIPEC sur un projet de partenariat des talents entre le Maroc et l'Italie, qui regarde une approche qui soit durable dans le temps et qui respecte les intérêts du Maroc et pas seulement du pays de destination. Nous avons aussi une collaboration très solide avec le ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'assistance au retour volontaire des migrants en situation de vulnérabilité. Et nous travaillons bien sûr avec beaucoup des associations de la société civile. On travaille avec presque une quarantaine des associations locales à travers les pays et pour tout type d'assistance et de services, que ce soit de protection ou intégration socio-économique. Alors pour terminer, une dernière question. Quel regard vous portez sur l'approche marocaine en matière de politique migratoire ?
Mais bien, quand on parle de politique migratoire au Maroc, on ne peut pas éviter de mentionner la stratégie nationale d'immigration et asile qui a été adoptée ici au Maroc en 2014. La SNIA, cette stratégie, met un accent fort sur la protection des populations étrangères au Maroc, que ce soit des migrants ou des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Un exemple de cet engagement, c'est le travail de la Commission nationale pour la lutte contre la traite des êtres humains. Ici, je voudrais mentionner qu'en décembre, l'OIM a facilité la signature d'un accord de coopération dans le domaine de la lutte contre la traite entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le Maroc est aussi très engagé dans l'élaboration et le renforcement des voies d'immigration régulières. Et ça coïncide avec un des objectifs stratégiques de l'OIM au niveau institutionnel. Laura Palatini, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre invitation et à nos questions. Dans un tout autre registre à présent, on va s'intéresser à l'univers du gaming au Maroc, une passion ou plutôt une industrie qui connaît un essor considérable avec différentes initiatives. Le Royaume s'affirme comme un acteur clé de l'e-sport en Afrique, prêt à conquérir de nouvelles scènes internationales. Focus sur ce qui façonne cette dynamique avec ce reportage de Atman Mawadeh et Lina Louafi. Et si un simple écran pouvait vous porter vers un autre univers, celui de la scène e-sportive marocaine avec des joueurs qui se distinguent sur la scène nationale et internationale. C'est au cœur de Casablanca que nous retrouvons l'un des bureaux de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques pour parler de la place qu'occupe le gaming. Le gaming est l'un des domaines les plus importants aujourd'hui dans le divertissement. En termes de chiffre d'affaires, c'est 2 à 3 fois le chiffre d'affaires de la musique et du cinéma confondu. Et donc le rôle de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, qui est sous la tutelle du ministère de l'éducation, du préscolaire et des sports, est construire un écosystème pour les jeunes pour justement compétir au niveau international et au niveau régional. L'équipe féminine marocaine de Valorant a remporté la médaille d'or lors du championnat arabe. Sur la scène africaine, le Maroc a décroché le premier titre. En matière de simulation sportive à l'échelle internationale, l'équipe nationale de NBA 2K et celle de football électronique se classent dans la 5e place. Et c'est encore un joueur marocain qui s'est hissé à la 3e place mondiale. L'idée, c'est en fait que la Fédération royale marocaine apporte les conditions nécessaires pour justement faire briller le drapeau du Maroc à l'international et faire du Maroc un hub au niveau continental. Pour la communication, on essaie de communiquer avec toute la communauté via les réseaux sociaux, surtout Instagram, Facebook, X et LinkedIn. Aymen Lazami fait partie de ces passionnés de e-sport. Il a remporté la première édition du tournoi national Ikura Cup organisé en 2022. L'écosystème, il est en croissance incroyable au Maroc, donc ce qui nous aide beaucoup nous les jeunes, parce qu'en parallèle on peut gagner de l'argent et être étudiant en même temps, ce qui est très très bien. Donc je pense que d'ici 5 ans, le e-sport au Maroc, ça va devenir un job plein temps. Pour accompagner cette dynamique, la fédération œuvre à structurer et encadrer la pratique du gaming. Grâce à un partenariat avec le ministère de la Culture, elle a équipé plus de 90 centres de jeunesse à travers le pays. Entre passions grandissantes et défis structurels, le gaming au Maroc incarne le potentiel d'une industrie encore en quête de reconnaissance vers des horizons très prometteurs. On va plonger dans un autre univers, celui de l'art et la culture, avec, comme tous les jeudis, le journal des arts, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous les amis de la culture. Alors on commence avec la 3e édition du FLAM, le festival du livre africain, qui s'est ouverte ce matin à Marrakech, un événement qui rend hommage à la littérature africaine. Alors à sa création, Hassan, il y a 2 ans, le FLAM a été conçu comme une plateforme pour faire résonner la diversité culturelle africaine, une identité qui se confirme cette année avec une programmation éclectique. Les tables rondes sont toujours des moments d'expression pure, des palabres africaines où les mots se transmettent, relient les époques et les cultures. Cette année, c'est Souleymane Bachir Diagne qui ouvre le bal avec la leçon inaugurale. Cet éminent philosophe sénégalais, professeur de philosophie et de français à l'université Columbia, est l'un des nombreux penseurs qui vont animer la flamme du FLAM, si j'ose dire, un festival dont la raison d'être est
également d'inciter à la lecture, un événement littéraire qui s'ouvre aux autres arts, comme la musique, avec des soirées musicales nocturnes et des expositions de peinture. Coup d'envoi du Flamme ce matin à l'Institut français de Marrakech. Les premières palabres ont été consacrées aux femmes, les femmes dont les voix ont été retenues pour la thématique de cette édition. Cette première table ronde, donc, qui a pour titre « Quand l'imaginaire féminin redessine le monde », a réuni Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux française, mais aussi écrivaine, le philosophe et penseur Halim Ben Mkhlouf, Amanda Davy, femme de lettres mauricienne, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des droits des femmes et de l'éducation nationale en France, entre 2012 et 2014, militante féministe et écologiste, une rencontre modérée par Fatimata Wen, journaliste et présentatrice franco-sénégalaise, l'occasion d'explorer les récits féminins, de mettre en lumière la résistance des femmes et leur place dans la société. C'est la première. Et à ce propos, la politicienne et essayiste franco-marocaine Najat Vallaud-Belkacem a appelé à une solidarité féminine accrue en insistant sur le fait que seule une action collective permettrait de faire évoluer les structures patriarcales. On l'écoute. Cette conférence inaugurale était en effet consacrée au récit féminin, à l'imaginaire féminin et à la façon dont il structure nos sociétés, notre vie politique, nos règles de vie en commun. Longtemps, ce récit-là n'a pas vraiment existé, au détriment évidemment des femmes elles-mêmes. Non pas qu'elles ne l'écrivaient pas ou qu'elles ne parlaient pas, mais il n'était juste pas entendu, pas lu. Au détriment des femmes elles-mêmes, parce que ce faisant, on les a exclues finalement des lieux de prise de décision. On les a racontées à leur place. On reste à Marrakech, Samia, mais cette fois-ci pour parler d'une artiste peintre. Elle s'appelle Rita Alaoui et elle expose à la galerie Signia jusqu'au 15 mars. Alors moi, ce que j'adore, Ihsan, dans les expositions de Rita Alaoui, c'est qu'on a l'impression de s'introduire un peu par effraction dans un jardin secret, un véritable Éden, tout en floraison. The Water Under My Skin, comprenez l'eau qui est sous ma peau, est le titre de cette nouvelle série d'œuvres. Elle y explore la guérison d'un monde en renaissance grâce à la résilience humaine, des tableaux qui évoquent des paysages aquatiques et terrestres où la présence humaine est toujours discrète, on la devine à peine dans des terrains de tennis désaffectés ou encore des chaises abandonnées, le tout dans une extraordinaire profusion de feuilles et de fleurs éclatantes de couleurs. La seconde série est travaillée sur papier avec des pigments naturels, un prolongement naturel de l'œuvre de Rita Alaoui qui a toujours mis la nature au centre de ses préoccupations picturales. L'artiste a également toujours mis en lumière les liens entre un monde visible et invisible. Le rêve de Rita Alaoui, c'est de voir un jour l'être humain ne faire qu'un avec son environnement naturel. Et on écoute Rita Alaoui qui expose ses travaux jusqu'au 15 mars à la Galerie Signia à Marrakech et qui participe également ce week-end dans la ville ocre à la African Art Fair 154. On l'écoute nous parler de son exposition. Vous avez aussi une autre série d'œuvres dans cette pièce toute bleue qui sont des peintures sur papier qui représentent des fleurs en pleine éclosion qui sont pour moi le symbole de la vie, de la Renaissance. Tout comme une fleur qui va refleurir à chaque printemps. Place à présent, Samia, à votre agenda. Et on commence, Ihsan, avec un spectacle très attendu à Casablanca, le concert du rappeur français Gazo. Le 1er février, les instituts français du Maroc abritent les avant-premières et les projections du film Backstage. Jusqu'au 7 février, à Casablanca, Rabat, Kenitra, Meknes, Marrakech, Tanger et Tétouan. Backstage sort dans les salles nationales le 5 février. Le spectacle Mazika Orchestra, c'est le 8 février à Casablanca. Ne ratez pas le Kiteb Connect Festival du 12 au 14 février à Rabat. Et enfin, le concours international de musique de l'Orchestre Philharmonique du Maroc, c'est du 10 au 15 février à Casablanca et Rabat. Ihsan. Merci Samia pour toutes ces propositions et ces découvertes. On vous retrouve la semaine prochaine. Pour terminer, la préservation du patrimoine culturel passe par le recours aux nouvelles technologies, notamment en termes d'archéologie. C'est dans cette optique, en tout cas, que se tient jusqu'à demain la première formation internationale sur l'innovation en géomatique, 5 jours durant, lesquels les participants ont pu se familiariser avec ce qui se fait de mieux dans ce domaine à travers des ateliers théoriques et pratiques. C'est un reportage de Youssef Lotfi commenté par Adil Lutet.
Le jardin andalou des Oudaya reçoit des invités spéciaux. Des archéologues, des architectes et des ingénieurs topographes scrutent le lieu avec un regard curieux mais surtout scientifique. À l'aide d'une panoplie de gadgets et de nouvelles technologies, ils passent le site archéologique au peigne fin, une pratique qui porte le nom de géomatique et qui consiste en la collecte, le traitement et la diffusion de données géographiques. Donc l'objectif de cette formation, c'est de favoriser la collaboration interdisciplinaire et internationale en regroupant des archéologues, des architectes, des ingénieurs géomètres topographes, des historiens dans un cadre et dans un but ultime, c'est de préserver le patrimoine marocain. Nous avons expérimenté l'utilisation du géoradar qui permet la collecte de données souterraines. Nous avons aussi eu recours au laser SLAM qui permet quant à lui la visualisation des sites en 3D en temps réel. Dans les faits, le maniement et la maîtrise de ces nouvelles technologies bénéficieront grandement au patrimoine culturel national. À titre d'exemple, les Marocains, tout comme les touristes étrangers, pourront avoir accès à des visites virtuelles de sites archéologiques qui gagneraient à se faire connaître davantage et d'une nouvelle manière. Dans cette optique, des experts marocains et internationaux veillent au grain. C'est très important, que ce soit en Argentine ou partout dans le monde, de pouvoir préserver le patrimoine, le connaître, le visiter et en profiter, en le prenant en photo pour le montrer à autrui, car des endroits comme celui-ci ne sont pas très connus à l'international. C'est pour cela que j'ai participé à ce fabuleux congrès. Le jardin andalou des Oudaya est leur laboratoire. Pendant leur formation, ces ingénieurs topographes pourront s'adonner à la géomatique dans des sites comme la nécropole de Chella à Rabat ou encore sur les vestiges de la ville romaine de Volubilis, non loin de Moulay Idriss Zarhoun. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Que sait-on de la cellule terroriste démantelée dernièrement? Ahmed Swalem, le directeur du Bureau central des investigations judiciaires, a tenu une conférence de presse aujourd'hui à Salé. Sharqawi Hboub, qui a exposé les détails de l'enquête, a révélé l'émergence d'un nouveau schéma de radicalisation, celui du recrutement familial. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté à 20h45 par Zakaria et Abdelmjid. Demain et tout ce week-end, c'est Amina Ben Khalq qui vous accompagnera. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.